Bonjour, bienvenue à notre dernière webconférence de l'année, puisque les fêtes arrivent à grands pas. Merci de votre ponctualité, merci de votre présence pour parler aujourd'hui d'un sujet un peu difficile et un sujet ô combien d'actualité, puisque je veux parler du harcèlement sexuel au bureau. Alors, pour m'accompagner durant cette session, un expert, non pas du harcèlement, mais de son traitement et du conseil dans les entreprises. Je veux parler de Maître Sylvain Niel, avocat associé chez Fidal, et qui est expert en droit social avec une bonne expertise de ces accompagnements. Malheureusement, oui, puisqu'on est assez souvent confronté aujourd'hui à des dossiers de harcèlement sexuel que l'on doit gérer avec nos clients. Sylvain, quelques mots sur Fidal. Alors, Fidal, c'est le premier cabinet d'avocats en Europe. Aujourd'hui, nous sommes 1400 collaborateurs dans tous les domaines du droit des affaires et notamment dans le droit du travail. Bon. On parlait d'actualité. Il y a une actualité très très forte au niveau médiatique depuis quelques mois. On peut même parler d'emballement. Est-ce que sur le terrain, ces derniers mois, tu as constaté dans les entreprises une recrudescence de plaintes, de problèmes liés au harcèlement sexuel? Oui, et ce n'est pas ces derniers mois. Depuis 2013, on assiste à une augmentation des plaintes de harcèlement sexuel. Et j'en veux pour exemple, qu'en zone de la gendarmerie, il y aurait une progression d'un tiers des plaintes qui ont été déposées par des victimes sur ce sujet. Ouais, c'est effectivement assez énorme. C'est lié à quoi? C'est lié à cet emballement médiatique que j'évoquais ou c'est lié à une parole qui se libère? Je pense que c'est plus lié à une parole qui se libère. Il y a des faits qui deviennent insupportables pour les entreprises, tellement ça peut dégrader le climat social et les conditions de travail de leurs collaboratrices et collaborateurs. Alors, on va partager avec vous une définition précise de ce que signifie le mot harcèlement. Et je vous avoue que, très humblement, quand j'ai préparé cette intervention avec Sylvain, moi je pensais que dans la notion de harcèlement, il y avait la notion de répétition, de récurrence. Or, c'est pas aussi simple que ça. Il y a deux éléments qui s'affichent ici à l'écran pour définir le harcèlement sexuel. Oui, en fait, le harcèlement sexuel a une double définition. La première définition, c'est de dire que ce sont des pressions graves qui sont exercées dans le but réel d'obtenir une relation sexuelle avec quelqu'un, ou au profit d'un tiers. Deuxième définition, ce sont des faits répétés et des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité de la personne ou sont dégradants ou hostiles ou offensants. Est-ce que ça, c'est une définition qui est franco-française ou est-ce qu'on retrouve cette définition dans d'autres droits, cousins, voisins, européens ou autres? Alors, effectivement, la définition est inspirée des directives européennes et notamment d'une directive du 22 septembre 2002 sur le harcèlement sexuel. Par rapport à ces deux définitions, est-ce qu'il y a des pratiques, entre guillemets, est-ce que les plaintes, est-ce que les problèmes rencontrés au cœur des entreprises sont liés plus ou moins à l'un ou l'autre de ces définitions? Alors, le cas le plus fréquent, c'est un mix des deux définitions. Ce sont des harceleurs qui, d'une manière permanente, répétée auprès de plusieurs collaboratrices ou collaborateurs, souvent, essayent d'obtenir des faveurs sexuelles. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a des catégories socio-professionnelles? Est-ce qu'il y a des environnements où on rencontre plus de ce type de problème en entreprise? Ah oui, tout à fait. On va citer d'abord que parmi les personnes les plus, les plus harcelées ou victimes de harcèlement, on constate les gens les plus fragilisés, à commencer par les travailleurs précaires. Il y a certains milieux aussi où malheureusement le fait du harcèlement sexuel existe d'une façon plus importante que dans d'autres secteurs. On peut citer le mannequinat, la restauration aussi,
Donc, c'est des secteurs où il convient d'être particulièrement vigilant et avoir des outils de prévention qui permettent de détecter rapidement tout harceleur. Et on ne l'a pas évoqué, mais évidemment, c'est un harcèlement à destination prioritaire des femmes, puisque je crois que c'est 85%. Hein. Absolument, 85% des personnes harcelées sont des femmes. Et malheureusement, autre statistique, seule une faible minorité d'entre elles engagent des poursuites judiciaires contre leur agresseur. C'est en train de se libérer malgré tout. On évoquait ça se libère de plus en plus. Il faut bien dire aussi que les entreprises développent de plus en plus des outils de prévention à l'égard du harcèlement sexuel. On va y venir tout à l'heure. Alors, il y a des faits constitutifs, on en parlait. La jurisprudence parle de faits dénoncés et de faits qui ont été marqués par un antécédent. C'est-à-dire que très souvent, un coupable va récidiver. Alors, tout à fait. Ce qui caractérise cette population, entre guillemets, de délinquants, c'est que le harceleur, quand il engage ses agissements, ce comportement ou ses propos, le fait à l'égard de plusieurs personnes. Et il essaye une fois, puis il essaye encore une seconde fois, puis 3 fois. Donc, ce qui va permettre au juge de constater une situation de harcèlement, ça va être souvent des témoignages d'autres victimes qui vont corroborer celle qui a porté plainte et qui dit être harcelée. Et ce qui veut donc dire, et là c'est déjà une piste de réflexion pour les clients qui nous écoutent et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quand une situation de harcèlement est avérée, il faut prendre une décision lourde, et en l'occurrence, c'est corroboré par la Cour de cassation, on parle bien de licenciement. Alors, absolument, et déjà dans des arrêts anciens qui ne font qu'être confirmés aujourd'hui, la Cour de cassation dit en cas de harcèlement sexuel avéré, c'est nécessairement un licenciement pour faute grave. C'est-à-dire, c'est un départ immédiat, le plus souvent accompagné durant la procédure d'une mise à pied conservatoire de l'intéressé. Donc, si c'est avéré, autant que faire se peut, être plutôt dur que permissif ou tolérant, parce qu'il y a un risque de récidive, ça c'est l'histoire et les statistiques qui le montrent. Tolérance zéro d'ailleurs pour le juge, puisque de plus en plus on constate que le juge est sans pitié quand on arrive à prouver le harcèlement sexuel de la part d'un salarié dans une entreprise. Alors, autre fait constitutif, c'est véritablement les mots, les gestes à connotation sexuelle qui sont visés. Là, on a volontairement expurgé les textes de l'arrêt, c'est la Cour de cassation aussi également, tant ça nous a paru tellement violent et tellement dur à partager. Là, il y a des témoignages de collègues dans ce cas-là. Dans cette affaire, il y a des témoignages de collègues et je vous invite, si ceci vous intéresse, d'aller sur Légifrance, c'est le site de la Cour de cassation, tapez harcèlement sexuel et vous allez voir plus de 300 décisions où la Cour de cassation, de plus en plus, relaie, n'hésite pas à écrire les propos à connotation sexuelle que ces harceleurs tiennent à l'égard de leurs collaborateurs ou collaboratrices. Et c'est, à proprement parler, épouvantable. Et souvent, on est d'ailleurs limite de l'agression sexuelle. Alors, autre fait constitutif, l'absence de consentement, qui très souvent est érigé en ligne de défense par les harceleurs en disant c'est un mauvais geste, je le regrette, je ne faisais que de la drague. Mais en l'occurrence, on l'a vu, la répétition, la violence des mots ou des gestes montre bien qu'il n'y avait pas consentement. Voilà, la défense la plus classique de quelqu'un qui se fait accuser de harcèlement est de dire, bon, ce n'était pas du harcèlement, c'est simplement de la séduction. En plus de ça, elle était consentante, il était consentant, donc je ne comprends pas son attitude, c'est du dénigrement, c'est purement mensonger, c'est de la calomnie. C'est la défense la plus classique que l'on rencontre aujourd'hui
et elle n'est absolument pas prise en compte par le juge s'attachant à regarder des indices convergents vers ce harceleur, et notamment tous les témoignages rassemblés qui relaient la même chose, des propos à connotation sexuelle successifs, voire extrêmement violents. Merci Sylvain. Alors ça c'est pour la définition, pardon, j'oubliais l'atteinte à la dignité de la victime. Alors l'atteinte à la dignité de la victime, souvent ça va être constitutif de ce qu'on appelle le chantage à l'emploi, c'est-à-dire la menace qu'on va faire peser sur cette salariée ou la situation offensante dans laquelle on va la mettre et qui va faire que cette femme ou cet homme va céder aux pressions exercées par le harceleur. Aujourd'hui, par comparaison sur les deux types de harcèlement moral ou sexuel, quel est dans l'entreprise le principal mot? Alors, le principal mot, il faut bien le reconnaître, c'est plus le harcèlement moral, qui est souvent d'ailleurs l'accusation formulée par des collaborateurs à l'endroit d'une hiérarchie qui est particulièrement offensive. Donc parfois il y a une confusion entre autorité du management et harcèlement moral, mais c'est l'accusation la plus fréquente. Ce n'est pas forcément le cas le plus fréquent ou flagrant. Le harcèlement sexuel reste, grâce à Dieu, relativement rare, exceptionnel dans les entreprises françaises aujourd'hui. Alors, on parlait d'une typologie des victimes à 85% femmes, souvent fragiles. Est-ce qu'il y a une typologie du harceleur, au-delà même qu'il a un pouvoir? Est-ce qu'il y a eu des études sociologiques là-dessus ou est-ce que tu as pu constater une typologie de harceleur? C'est difficile à dire qu'il y a une typologie puisque nous, dans les affaires que nous avons traitées, nous constatons que ça peut être un cadre de direction extrêmement élevé dans ses prérogatives, qui est un harceleur, et qui ne présente pas par ailleurs de signes, je dirais, tangibles qui permettraient de détecter qu'il s'agit d'un harceleur. Ça peut être aussi bien un cuisinier, un serveur, un chef de rang, un ouvrier, un agent de maîtrise. Donc, il n'y a pas de profil type du harceleur. Ce sont des comportements déviants sur le plan sexuel avec des gens qui joignent la menace à ces propos à connotation sexuelle. Merci Sylvain. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous poser des questions via le chat et on interviendra, on interagira avec vous en direct. Alors, ça, ce sont les définitions du harcèlement sexuel. On a parlé de l'environnement législatif. Quelques éléments de réponse pour vous aider dans les entreprises à éviter ce type de dispositif. Le premier, c'est une formation droit et devoir du manager que nous avons co-brandé, co-construit ensemble, qui consiste en une formation blended learning où on va mixer à la fois le management et ce que doit être un manager dans son fonctionnement au quotidien, donc avec une dimension comportementale, avec une dimension vision, valeur, et une dimension plus technique, juridique, où on va, en fonction des attentes et besoins de nos clients, orienter plus ou moins la dimension juridique. Cette formation, elle se fait en 2 jours, en 3 jours, et nous la réalisons en intra, dans des groupes bancaires, dans des groupes industriels, dans des groupes de cosmétiques. Là, nous avons un certain nombre d'expériences là-dessus. Et puis, vous dire aussi que spécifiquement là aussi sur le harcèlement sexuel, Fidal Formation a mis en place 2 formations, une formation e-learning de sensibilisation qui dure 20 minutes, très facile d'accès, qui est là sur un premier niveau de prévention, et puis une formation en présentiel qui est un peu plus dense, qui apprend notamment, on va y venir dans quelques secondes, à piloter, à mener une enquête dans le cadre d'une politique de harcèlement sexuel. Donc, plusieurs outils à votre disposition, du digital, du présentiel, du mix managérial et juridique,
Et là, la possibilité pour vous, en vous adressant à Filiale Formation ou à Amplitude, de trouver les solutions qui vous intéressent. Alors, sur la formation présentielle, qui est une formation très dense, sur comment traiter un cas de harcèlement, notamment avec une notion d'enquête. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, en matière de harcèlement sexuel, on va distinguer deux volets dans cette formation. Le premier volet, c'est la prévention. Prévention qui s'appuie sur le diagnostic pour savoir quelles sont les populations fragilisées, quel est l'historique de ce phénomène dans votre entreprise et bien cibler les mesures qu'il convient de prendre. La deuxième chose, c'est de mettre en place toutes les informations nécessaires à l'endroit du personnel. Et vous savez comme moi qu'il faut afficher, d'une part, un certain nombre d'articles du Code du travail et du Code pénal relatifs au harcèlement sexuel. Il faut prévoir des dispositions dans le règlement intérieur. Et à ce titre, dans le règlement intérieur, ce que nous recommandons, c'est de structurer l'enquête que va mener ce qu'on appelle aujourd'hui, grâce à la loi Sapin, le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est tout collaborateur dans votre entreprise qui soit est victime, soit a connaissance d'un phénomène de harcèlement sexuel. Donc, dans ce cadre-là, il faut que votre règlement intérieur précise comment le signalement doit être fait, auprès de qui, quels sont les droits afférents à la défense de la personne qui est accusée, quels sont les droits de la personne qui est victime, qui engage l'enquête, dans quel délai, car il faut se rappeler une chose, nous sommes dans une matière sensible, qui est une matière d'abord disciplinaire, et le fait que la direction, dans le cadre de cette enquête, ait connaissance de faits de harcèlement rapidement, fait démarrer, ou risque de faire démarrer, le délai de prescription est seulement court de 2 mois. Tout ça est vu dans la première séquence de formation. La seconde séquence, c'est la prise en charge d'un cas réel de harcèlement sexuel. C'est-à-dire, on prend des cas que l'on a rencontrés et on déploie tout le panel d'outils qu'il faut à ce moment-là engager pour entendre la personne, quelles sont les questions qu'il faut poser, quels sont les éléments qu'il faut recueillir, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, comment après recevoir la personne qui est accusée, éviter que ce soit des accusations mensongères ou de la calomnie, décerner les deux, et puis la suite de la procédure, où le Code du travail nous dit que ça doit être une procédure disciplinaire à l'égard de l'intéressé. Voilà ce que recouvre cette formation de temps. Alors, juste avant de revenir sur l'enquête, une question qui nous est posée par un participant de Nora. Bonjour, comment réagir face à un salarié qui tient des propos déplacés devant ses collègues ou des clients de manière répétée et qui ensuite c'est de l'humour? Alors ça, c'est quelque chose qui, je pense, se retrouve fréquemment dans les entreprises. Oui, c'est une excuse. Il n'y a pas en cette matière d'humour à faire. En cas particulier, il faut relayer les phrases qu'a prononcées cette personne, que vous puissiez analyser si elles ont une connotation sexuelle de nature à être contraignante vis-à-vis de son interlocuteur et à exercer sur lui des pressions. Si c'est le cas, vous devez engager une procédure disciplinaire et peut-être dans un premier temps lui notifier simplement un avertissement circonstancié pour le mettre en garde sur que de tels propos peuvent générer du harcèlement sexuel et être passible d'une sanction beaucoup plus lourde. Je crois qu'il y a un acte managérial fort à avoir, tel que le décrit Sylvain. On ne peut pas laisser s'instaurer dans une entreprise ce type de comportement, parce que s'il y a une personne qui le fait, elle est force d'exemple et ça peut entraîner d'autres personnes à le faire. Je crois qu'il y a un cadre précis à rappeler, il y a les valeurs de l'entreprise à rappeler, et puis il y a tout simplement des principes de droit à évoquer si les faits sont avérés, comme l'évoque Sylvain. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est tolérance zéro, comme l'évoquait tout à l'heure Sylvain. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on les traitera avec vous. Alors, sur cette enquête, lancer une enquête pour harcèlement sexuel, c'est quand même quelque chose de lourd dans l'entreprise, puisque ça doit porter sur l'ensemble du personnel concerné et qu'on doit entendre toutes les parties prenantes. Tout à fait. Progressivement, le processus d'enquête a été encadré par la Cour de cassation. Et aujourd'hui,
il y a une utilité à bien définir les règles du jeu de cette enquête, et notamment dans le règlement intérieur ou une adjonction au règlement intérieur. Pourquoi? Parce que si vous menez une investigation partiale, par exemple, vous n'entendez que la victime, puis l'accusé, sans vous attacher à entendre les autres personnes qui ont été impliquées dans cette affaire, vous menez une sorte d'instruction à charge et le juge écartera le rapport d'enquête de l'examen de la situation de l'intéressé que vous aurez bien entendu sanctionné. Donc, il faut mener ces enquêtes avec une grande rigueur. Il faut que ce soit mené par quelqu'un qui a été formé en cela et qui puisse rencontrer l'ensemble des protagonistes de l'affaire. Oui, parce que là, on parle de formation, il y a une sensibilité à avoir, il y a une façon de poser des questions, j'imagine, il y a un ordre et un type de questions à respecter pour pouvoir rester dans la légalité, au-delà même de la sensibilité particulière. Tout à fait. C'est ce qui me fait dire, par exemple, dans l'illustration que je fournis l'internaute qui nous a posé cette question, qu'il faut reprendre les propos, par exemple, tenus et les mettre dans le rapport d'enquête en disant, voilà, c'est insupportable que quelqu'un puisse, en s'adressant à une autre personne, prononcer les propos suivants et être très factuel, c'est-à-dire donner la date, l'heure, le lieu où ces propos ont été tenus et vis-à-vis, bien entendu, de qui. Alors, autre question qui nous est posée par Gabriel, vous parlez d'une enquête interne à l'entreprise ou une enquête judiciaire? Non, c'est une enquête interne que l'employeur va engager à sa seule initiative dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat. Si vous n'engagez pas une enquête alors que des faits de harcèlement ont été dénoncés par l'intermédiaire du lanceur d'alerte dont je vous parlais tout à l'heure, l'entreprise sera en faute. C'est-à-dire que la salariée ou le salarié pourra prendre acte de la rupture du contrat de travail et pourra réclamer des dommages et intérêts car vous n'avez pas prévenu le risque que représente le harcèlement sexuel à son encontre. Il y a une durée dans les textes Oui, le délai est extrêmement court. C'est un délai de 2 mois à partir de la connaissance des faits, à moins que les poursuites pénales ne soient engagées. Ce qui permet d'ajouter que la personne qui est victime de harcèlement sexuel a en plus la possibilité de signaler à la hiérarchie ou au gestionnaire de l'alerte le fait qu'elle est victime de harcèlement sexuel, mais elle peut aussi déposer plainte, car il ne faut pas oublier que derrière ça, c'est une infraction pénale, passible du tribunal correctionnel, avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, ce qui est extrêmement lourd. Merci pour cette précision. D'autres éléments à préciser, Sylvain, par rapport à cet environnement d'enquête, aux actions à mener par l'entreprise ou point de vigilance particulier? Alors, le point de vigilance, faites un état des lieux. Peut-être que vous êtes dans une entreprise qui est nullement concernée par ce phénomène, et là, vous pouvez, je dirais, mettre en place un dispositif light. Par contre, si dans cet état des lieux, dans les 5 ou 10 ans passés, vous relevez plusieurs fois des dossiers de harcèlement sexuel, des accusations de harcèlement sexuel à répétition, là, il faut que vous investissiez lourdement dans le dispositif que Philippe et moi nous vous proposons, c'est-à-dire à la fois dans des moyens de prévention et dans la formation du management. Merci Sylvain. Merci à tous pour ces échanges. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui se déroulera en 2018, le 23 janvier, sur la thématique d'entretien annuel, entretien professionnel. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les poser directement à Sylvain pour tout ce qui touche aux éléments juridiques, à moi-même. Et puis, si vous êtes intéressé par les formations, n'hésitez pas à aller sur le site de Fidal Formation. Vous trouverez tout ce qu'il faut en termes de formation interne. Et puis, si vous souhaitez former vos managers dans le cadre de droit et devoir du manager, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci d'être aussi nombreux et aussi réguliers dans votre présence.
On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec vous, pour vous et pour vos proches. Et nous vous donnons rendez-vous le 23 janvier. Bonne fête à tous. Merci Sylvain, à bientôt.